Traoré Adama, voilà, et je suis en fin de cycle en géologie appliquée et mine à Haute Nouvelle. Actuellement, je suis superviseur pour le compte de CIMAF à Bobo, à leur carrière de Godinga. Je pense que l'année passée, on avait eu à organiser la journée de l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Donc, c'est un réel plaisir de vous avoir Ça une fois marche. de plus. Ok, merci Adama. On a aussi Bamba qui est avec nous ce soir. Bamba, c'est le lead de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis Karamoko Bamba. Comme Cyril l'a dit, je suis lead directeur de Afrimine en Côte d'Ivoire. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. On sait, avec la qualité de notre invité, on pressent déjà que la soirée va bien se passer. Je profite de l'occasion pour remercier notre invité et également remercier toute la team Afrimind francophone. Merci beaucoup. Merci bien, Bamba. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Moi, je me nomme Payi Nati, ingénieur en environnement, et j'ai quand même petite expérience dans le secteur de l'environnement au Burkina Faso. Je suis Aka Hamilton, je suis ingénieur des mines à Korika Mining Service actuellement. Je suis à la mission de Sissengi. Je travaille à Misonadja sous sa supervision, qui est le chef du département de l'ingénierie. Bonsoir encore une fois de plus. Moi, c'est Emmanuel Lungwe. Je suis un ingénieur en génie chimique, chercheur au sein de l'université officielle de Bukavu à Nord du Congo. Bienvenue à Emmanuel. Merci. Enchanté. Bonsoir, chers guests. Merci bien d'avoir répondu positif à notre invitation, Monsieur Bassori Traoré. Il faut dire qu'on est à la 3e communication d'Afrimain francophone parce qu'on avait déjà eu à partager deux guests antérieurement. Merci Adama pour la parole passée. Bonsoir à Monsieur Traoré. Bonsoir. Donc, je suis Mounira Oladja. Et tout à l'heure, pour rebondir un peu sur ce qu'Adama a dit, c'est vrai, j'affirme, je confirme, nous sommes en face d'un homme vraiment au grand cœur. Parce que moi, personnellement, je me rappelle qu'il a été, on va dire, le moteur principal de mon avant-dernier stage à Roxgold. Et je profite de l'instant pour lui dire merci et en même temps le présenter pour que tout le monde voit déjà qu'est-ce qu'on a en face de nous. Encore merci beaucoup parce que ça m'a été vraiment d'un grand profit. Merci encore, M. Traoré, pour cela. Merci, très flatté, Mounira. Et donc, Afrimind est une organisation à but non lucratif animée par le but de mettre en valeur la beauté de l'industrie minière et minérale. Donc, pour cela, on va dire que cette belle initiative qu'est Afrimind se donne des missions, comme à l'écran s'affiche, qui seront d'abord de bâtir une communauté de jeunes professionnels et d'étudiants passionnés, c'est-à-dire une armée enviable de professionnels des minéraux. Et par la suite, Afrimind se donne également la mission de changer le regard porté sur l'exploitation minière en mettant en lumière toute l'ingéniosité, toutes les technologies incroyables qui se cachent parfois derrière toute une chaîne d'exploitation minière. Et je pense que tout le monde ici sait de quoi je parle. Quand on dit exploitation minière, il faut dire en même temps, on va dire toute une chaîne incroyable de technologies. Voilà. Et troisièmement, Afrimind se donne comme mission de construire un pont entre étudiants et professionnels. Et ceci, on va dire, cette plateforme actuellement est un bel exemple. Donc, nous essayons de construire un pont entre les étudiants et les professionnels, que ce soit en milieu, en début ou en fin de carrière, afin de faciliter les échanges et d'améliorer la compréhension des jeunes étudiants qui décident d'entamer une carrière dans l'industrie minière. Donc, pour cela, on va dire que Afrimind réunit des étudiants, des professionnels, que ce soit du Congo, du Ghana, de la Guinée, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de partout, sur toute l'Afrique. Donc, Afrimind défend plusieurs causes, des projets
voilà, comme on peut le voir, des projets pilotes de mines qui visent à aider, à inspirer les gens à propos de l'industrie minière. Mais en même temps, cette initiative AfriMine s'adresse aux personnes qui souhaitent élargir, qui souhaitent diversifier leur réseau et qui sont ravis de prendre le temps chaque mois de rencontrer, que ce soit virtuellement ou en personne, des participants que nous appelons ici en général guests pour des partages d'expériences. Et c'est dans ce cadre que nous recevons ce soir une légende de l'industrie minière qui est M. Traoré Bassori. Donc, comme je le disais, une légende de l'industrie minière qui est M. Traoré Bassori, actuellement directeur du développement durable, aussi chargé du département de l'environnement et du département des relations et développement communautaire au sein de la grande société Rox Gold Sano au Burkina Faso. M. Traoré Bassori est également chargé de la communauté externe locale au compte de la société Rox Gold. Et comme nous pouvons le voir sur notre présentation, M. Bassori a 1, 2, 3, 4 masters. Et comme on peut le voir en face, 4 masters dans différents domaines, des projets d'aménagement à l'université, livres. Et pour la suite, nous allons passer la parole à M. Traoré pour une meilleure présentation de son parcours académique, puis ensuite de son parcours professionnel. Bien, Mounira, je pense que si j'avais beaucoup de mouchoirs devant moi, tous ces mouchoirs allaient être imbibés parce que je suis vraiment enchanté que vous m'ayez choisi et que vous m'ayez m'adressé tous ces mots de remerciement, de sentiments. Et vraiment merci pour tout ce que vous avez dit à mon endroit, ma modeste personne. C'est un plaisir pour moi d'avoir été contacté par AfriMine et de faire partie ce soir de votre plateforme. Un plaisir pour moi de partager toujours mes connaissances avec les jeunes frères et de discuter également avec des aînés pour apprendre davantage. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je suis avec vous pour qu'on puisse discuter de la question du développement durable et également que je puisse partager avec les jeunes frères et mon expérience dans le domaine minier. En tout cas, merci pour avoir choisi ma modeste personne pour cette soirée. Honoré. Qu'est-ce que je peux dire de plus après tout ce que vous avez dit? Juste, vous l'avez déjà dit, je suis le directeur de développement durable, mais avant d'être là, je voudrais un peu aller en arrière pour que vous compreniez d'ici la fin la vision que j'ai à discuter avec plaisir avec les jeunes frères. Je suis ici d'une famille très modeste. Né en 1975 à Bobo-Dioulasso, je viens de Bobo. Je suis né d'une famille polygame. Mon papa avait 3 femmes, 16 enfants, vous imaginez. Ma maman ménagère, mon papa chaudronnier. Donc, je voudrais que vous compreniez que la vie n'a pas été facile pour moi, mais je voudrais lancer ce message à tout un chacun, que la vie soit facile ou pas, et à arriver à un certain niveau élevé. Il est possible d'arriver à son ambition, à sa vision de pouvoir travailler, aller là où on le souhaite. Donc, mon cursus, je l'ai fait à Bobo-Dioulasso, comme tout jeune qui est né à Bobo, grandi et maintenant arrivé à l'université de Ouagadougou. Je suis marié, père de 3 enfants. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je pense que j'ai embrassé après l'université, comme vous pouvez voir mon CV, j'ai intégré l'école des eaux et forêts de Bobo-Dioulasso. J'ai travaillé au sein du ministère de l'Environnement pendant 8 ans et après, j'ai décidé de partir et de voler dans le domaine minier parce que c'était un domaine qui m'attirait. J'étais responsable de l'environnement dans un projet du ministère de l'Environnement. Et avec le boom minier, aux environs de 2010, j'ai pu intégrer la première compagnie minière en 2011, qui est la mine de Inata, comme environnementaliste. Avec un bac plus 2. J'étais chargé de ramasser les déchets et également de participer aux différents reboisements que j'ai fait avec plaisir. Pendant ce temps, je continuais toujours sur les bancs. Et en 2014, je crois, j'ai profité d'une offre à la mine de Wega Mining Guinée qui m'était offerte pour aller essayer d'apprendre davantage. Donc, j'ai fait 6 mois en Guinée comme consultant. Et de retour en 2014, j'ai intégré la mine de Rox Gold Sano comme technicien supérieur en environnement après, bien sûr, un avis de recrutement lancé dont j'ai postulé. J'ai toujours un plaisir de postuler à des avis de recrutement quand je les vois pour tenter mon expérience, voir à quoi je peux servir. Ouais. Donc, comme vous avez vu sur mon CV, depuis 2014, j'ai quitté une compagnie en exploitation qui était
la mine de Inata, détenue par Avoset Mining, pour intégrer une société d'exploration qui était Rosgold Exploration. Parce que j'avais foi d'abord aux résultats que j'avais vus sur le net et que je savais que cette société partait en étude de faisabilité. Donc, j'ai gravi les différents échelons à Rosgold arrivé comme technicien de l'environnement. À un moment, le département relations communautaires a été vidé de ses responsables. On m'a confié ce département et sous le leadership, bien sûr, d'une expatriée et qui était ma directrice. Donc, j'ai fait mon bonhomme de chemin sous cette expatriée et à son départ, aux environs de 2015, j'ai assuré l'intérim du département relations communautaires et en 2016, j'ai été promu directeur des relations communautaires. J'ai laissé mon étude de base qui était environnementaliste pour aller au département des relations communautaires. Et pendant ce temps, je me suis inscrit pour faire un master 2 en environnement. J'étais technicien de mining licence. Et après cela, Dieu faisant les choses, j'ai été promu en 2017 directeur des relations avec les communautés parce que je me sentais bien dans ce département parce que, bien sûr, j'apportais les résultats escomptés à la mine. C'est ça qui était important. Ayant fait un séjour là-bas. Donc, avec l'avènement du développement durable, comme je vais vous l'expliquer un peu plus quand je vais rentrer dans l'exposé. Et aux années 2015, 2018, 2019, il y a eu l'avènement du développement durable un peu au niveau des mines. Et avant cela, on parlait beaucoup plus de la RSE. Ma directrice, qui était une expatriée, était la directrice RSE. Et j'étais directeur de relations communautaires. Mais après, sa mauvaise est partie. Et le changement à Rosgold, nous avons fusionné les deux départements. Département des relations communautaires et département de l'environnement, qui est devenu département développement durable. Donc, j'ai été promu directeur de développement durable adjoint. Et quelques années, 1 an, je pense, après, j'ai été confirmé directeur de développement durable en charge du département de l'environnement et du département des relations avec les communautés. Donc, voici ainsi mon parcours qui, j'en suis sûr, j'ai toujours remercié mes devanciers. J'ai toujours cherché à aller de l'avant. Et qu'est-ce qui m'a donné ces postes? Bien sûr que je suis un fan des études. Et j'aime bosser. Je me dis que l'ascension rime avec les diplômes. C'est tout ce que je me suis dit. Donc, c'est pour cela que vous voyez que je me suis inscrit quand je le peux et pour pouvoir encore travailler et mériter les places que j'occupe. Donc, je voudrais modifier un peu que j'ai à ma possession 2 masters. Les 2 autres masters, même si vous pouvez penser que je les aurais, mais pour le moment, je ne les ai pas. Je n'ai pas encore soutenu les différents masters. Et pour sans également vous offusquer, le dernier master, je suis inscrit il n'y a pas trop longtemps. Donc, c'est un master 2. Je suis un master 2. Donc, je poursuis tant que bien mal pour un master en gestion management des projets. C'est en cours. Mais je pense que probablement ça va être mon dernier master parce que c'est pas facile. Pas du tout facile. Qu'on rime études et puis travail de terrain. Je pense que c'est le dernier master comme ça auquel je me suis inscrit. Juste parce que j'ai des ambitions personnelles. J'ai des ambitions personnelles d'évoluer toujours. Voilà pourquoi je me suis inscrit. Donc, c'est un plaisir toujours de trouver, chercher à acquérir d'autres connaissances afin d'aller le plus loin possible. Voici ce que je pourrais dire de mon parcours. Pour ce qui est des associations, j'ai été président du Forum pour la responsabilité sociale des entreprises. J'ai assuré la présidence pendant 2 ans et j'ai laissé la présidence l'année dernière à un jeune collègue, Khalid, de la mine de Essakal. Donc, de 2018 à 2020, j'ai été le président de cette association. Sans oublier que depuis 2019, je suis le coordinateur du comité VIH-Sida de Rosgold jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 2021, j'assure la présidence de la commission spécialisée RSE communication de la Chambre des mines du Burkina. Notre mandat vient d'être renouvelé pour un mandat de 2 ans encore la semaine dernière.
Je fais partie aussi d'un programme piloté par l'Institut français appelé Jeunes Leaders et qui me permet de communiquer avec les jeunes étudiants des classes de terminale ou de première pour discuter ensemble des opportunités qui s'offrent à eux à l'issue du baccalauréat. Donc, depuis 2019, je fais partie de ce programme. J'ai eu la chance d'animer certaines conférences et de discuter avec des jeunes à Bobo-Dioulasso dans quelques établissements. Donc, voici en quelque sorte mon parcours. Je ne suis pas expert en présentation, donc je pense que s'il y a des zones, donc veuillez m'en excuser. Oui. Pour l'instant, nous sommes juste émerveillés, en fait. Si vous me permettez, j'aimerais rebondir rapidement sur quelque chose que M. Traoré a mentionné, qui, à mon avis, est très, très intéressant, parce que nous sommes en train de travailler sur un projet similaire. Quand vous avez mentionné, en fait, le projet avec les élèves de première terminale. Donc, nous avons un projet similaire que nous sommes en train, en tout cas, de monter. Et on travaille sur ça pendant la phase des vacances et on aimerait, en tout cas, le lancer à la rentrée, voilà, où on essaie de présenter un peu ce que c'est que le secteur minier à nos jeunes frères des lycées et des collèges pour les inspirer sur les carrières dans le secteur. On veut, dès le bas âge, en fait, leur expliquer ce que c'est que le secteur minier, afin que, en grandissant, ils aient un regard plus positif et beaucoup plus critique, pour ne pas se laisser tellement influencer par, voilà, certains préjugés, certaines pensées préconçues, et qu'ils puissent s'éclairer eux-mêmes et peut-être, pourquoi pas, prendre la décision de s'engager dans le secteur minier en se spécialisant dans une thématique donnée. Donc, on est en train de travailler là-dessus et peut-être qu'on pourra vous contacter un peu plus tard pour échanger davantage et voir comment on peut collaborer. Avec plaisir, Cyril. C'est un véritable très bon programme. Donc, en tout cas, je suis prêt à vous accompagner. Et un très bien programme qui permet d'éveiller la conscience de nos jeunes frères à bas âge. Bon, même si on dit première terminale, c'est pas bas âge, mais de les permettre à ce qu'ils puissent également choisir à bon escient les filières qui s'offrent à eux selon les niveaux qu'ils ont, selon l'âge que chacun a et selon l'ambition de tout un chacun. Ça compte. Voilà. C'est une présentation du projet comme ça. Je pense que ça a été déjà mis en œuvre, le projet pilote en Afrique du Sud, avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Et on essaie en fait de le répandre un peu partout dans tous les pays où Afrima intervient. Donc vous voyez un peu les élèves qui sont enseignés, qui sont éduqués, qui tiennent un peu quelques gadgets, voilà, avec lesquels ils ont appris quelques notions sur le secteur minier. Merci beaucoup, Monsieur Bassori. Nous avons beaucoup parlé de développement durable. Disons, la première question va porter sur c'est quoi le développement durable dans une mine? Pouvez-vous nous présenter les principaux objectifs, les principaux mandats du département de l'environnement et des relations et du développement communautaire qui, au sein de Roxgold, représente le département du développement durable? Merci bien, Mounira. Et avant de répondre directement à ta question, Mounira, je voudrais dire à tous les jeunes frères qui sont sur la plateforme Afrimine que j'ai toujours un plaisir de partager mes connaissances avec les jeunes frères. Mais je tiens à dire à chaque jeune frère que tout le monde peut arriver là où je suis arrivé, tout le monde peut dépasser là où je suis arrivé. D'abord, comme Mounira ou les autres se diront peut-être que je suis arrivé, mais je voudrais vous dire que je ne suis pas encore arrivé au sommet. J'ai d'autres ambitions. Donc, chacun peut y arriver. Il suffit juste d'avoir la volonté. Et la détermination. La détermination et l'ambition. Et je dis toujours que quand je discute avec mes jeunes frères, chacun dans sa vie doit pouvoir avoir une boussole, une vision pour avancer. C'est très important. Quand tu as une boussole, quand tu as une vision, tu te bats pour arriver à ta vision. Et je voudrais dire que moi, à mon jeune âge, ma boussole a toujours été ma maman. J'ai un plaisir de le raconter. Et quand vous naissez, certains vont se reconnaître dans mon parcours, quand vous naissez dans une famille polygame, vous faites partie, c'est pas facile. Et quand moi, je voyais toujours ma maman ménagère où elle avait du mal à me donner 100 francs pour aller à l'école, pendant que les jeunes frères peut-être
où d'autres collègues avaient 100 francs, 200 francs, 500 francs, je me disais qu'il fallait que je travaille, que je m'en vais plus haut pour enfin faire sortir ma maman de la pauvreté. Donc, mes parents, ma réussite était la réussite de mes parents. Donc, c'était toujours que quand j'avais un défi, quand je pensais à mon boussole qui est ma maman, j'avais toujours la volonté d'aller encore plus loin. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Donc, je dis toujours à tous les jeunes frères, pour que nous pouvons partager que nous devons tous avoir une boussole, une vision. Nous devons tous chercher à aller le plus loin possible. Juste une parenthèse. D'accord. Développement durable, c'est une définition dont nous savons tous. Nous n'allons pas inventer la roue. Il a été dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et cette notion de développement durable, nous le savons tous, regorge des objectifs à atteindre. Avant les objectifs de développement durable, on avait les objectifs du millénaire, les OMD. Donc, je ne vais pas aller en arrière, mais ce que je voudrais dire avant de rentrer dans le vif du sujet du développement durable, je voudrais dire que pour ma gouverne, le développement durable, c'est une continuité de la responsabilité sociale. Okay. Aujourd'hui, qui connaît que veut dire la responsabilité sociale des entreprises minières, il ne faut pas voir la responsabilité sociale comme juste le mot social, société. Il faut voir la responsabilité sociale dans son sens sociologique, plus large, qui renferme les droits humains, qui renferme l'environnement, qui renferme la bonne gouvernance, qui renferme l'éthique des affaires. Il faut voir la responsabilité sociale comme ça. Donc, de plus en plus, la responsabilité sociale des entreprises a évolué vers le développement durable, mais nous restons toujours dans ce carcan de responsabilité sociale parce que c'est un terme qui permet de travailler à améliorer la vie de nos parties prenantes, d'une part, et également à être un bon citoyen. Donc, pour ce qui est de la compagnie Rosgold, au niveau du développement durable, ça regorge 2 départements. Vous pourrez le voir dans une autre compagnie, ça peut être 3 départements. Mais au niveau de Rosgold, c'est le département des relations avec les communautés ainsi que le département et des relations avec l'environnement. Ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est mettre en œuvre les différentes politiques de la compagnie en matière de gestion environnementale et en matière de gestion du développement communautaire et des relations avec les communautés. C'est ça ma mission. Mais à côté de cette mission, je regarde également la mise en œuvre, je supervise également la mise en œuvre d'autres politiques, telles que la politique des relations avec les employés, la politique des droits de l'homme, la politique santé-sécurité au travail. Donc, au niveau de Rosgold, la politique de l'environnement, c'est de travailler à respecter les normes les plus élevées en matière de gestion environnementale. Et l'environnement, au niveau de Rosgold, appartenant au groupe Fortuna, est une valeur fondamentale, un pilier pour la mise en œuvre de nos activités. De même que les relations communautaires, au niveau des relations communautaires, nous travaillons à nous travaillons au niveau des relations avec les communautés à garantir les normes les plus élevées en matière de gestion sociale, travailler à maintenir notre licence sociale d'opérer dans la mise en œuvre des activités de développement communautaire qui sont des projets d'investissement et des relations qui est une transparence dans la communication. Donc, voici ce qui concerne quelle est ma mission au niveau du département de développement durable de Rosgold. Donc, je suis en charge de ces 2 départements. Travailler à maintenir la licence sociale d'opérer et travailler à mettre en œuvre les meilleures pratiques gestion environnementale dans le respect des lois, des règlements et des bonnes pratiques internationales. Et on peut rentrer à l'intérieur tel que c'est de travailler à minimiser les impacts négatifs que nous pouvons émettre sur l'environnement, sur les communautés. Donc, nous avons une politique bien fournie qui est la pièce maîtresse de la mise en œuvre de nos différentes activités chaque jour. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, pour, on va dire, la définition, parce que je suppose que parmi nous, beaucoup ont beaucoup appris de cette définition du développement durable et aussi on va dire, des principaux objectifs d'un département de développement durable au sein d'une mine. Nous voulons savoir quels sont les principaux défis auxquels Rosgold est confronté en matière de développement durable et quelles sont les mesures qui sont prises pour favoriser une communication ouverte avec les communautés locales, parce que nous savons tous que la gestion d'une communauté n'est toujours pas évidente et il faut quand même prendre en compte les divergences ethniques, religieuses
pour pouvoir régler certains problèmes. Donc, nous voulons savoir quels sont les principaux défis que Rosgold fait face. D'accord. Les défis en matière de gestion environnementale ou communautaire sont les défis qui s'offrent à toute compagnie minière. Hein. Ce n'est pas seulement à Rosgold. Seulement la mise en œuvre des activités pour relever ces défis-là n'est peut-être pas pareil. Et pour ce qui est des communautés, les plus grands défis que nous avons, c'est l'emploi local, c'est les fournitures locales, c'est le défi sécuritaire, c'est le défi de type d'investissement local. Je m'explique. Chaque jour que nous faisons au niveau des relations communautaires, nous devons être sûrs de travailler avec les communautés pour créer une confiance, pour être acceptés avec les communautés. Donc, nous travaillons de manière transparente en mettant la communication au centre de toute activité. Parce que nous disons que pour tout projet viable, il faut la communication, une communication transparente. Il faut le choix des projets qui sont des projets porteurs durables envers les communautés. Et il faut également le respect de cette communauté. Donc, chaque jour, nous travaillons avec les communautés à renforcer davantage la confiance qui nous lie. C'est ainsi que nous allons pouvoir maintenir la licence sociale d'opérer dans le respect de leurs droits, de leurs intérêts également. Donc, le grand défi, c'est le défi de l'emploi. Le plus grand défi, sans oublier le défi sécuritaire qui n'est pas un élément qui peut empêcher la mise en œuvre de nos activités réellement de développement et de communication. Il y a un défi qui est là, mais le plus grand défi, c'est l'emploi. Okay. Et à Rosgold, nous sommes dit que l'emploi doit pouvoir être servi à tout jeune de la localité qui aspire à travailler dans la mine et qui possède des connaissances ou que nous sommes disposés à renforcer les capacités. C'est en ce sens que nous avons créé à Rosgold des programmes. Dans le domaine de l'emploi, nous avons créé 2 gros programmes qu'on appelle le programme employabilité locale et le programme entrepreneuriat local. L'employabilité locale, c'est quoi? C'est recruter des jeunes en âge de travailler, avec la détermination de travailler, sans bagage ou pas, avec des bagages, les former et les employer au niveau de la mine. Donc, c'est une politique que nous mettons en œuvre depuis 2014. Et nous avons plus d'une centaine de jeunes que nous avons recrutés dans la localité avec des niveaux très élevés, des gens qui ont des masters de ça, ou des gens qui ont des masters, qui ont des niveaux bas, mais formés dans des écoles, des centres de formation qui aujourd'hui travaillent au niveau de l'industrie minière de Rosgold. Il y a, sans oublier le programme d'entrepreneuriat local. Vous savez qu'une mine ne peut pas employer tout le monde. Rosgold, c'est une petite mine. Même les grandes mines ne peuvent pas employer tous les jeunes. Il y a des jeunes qui ont d'autres talents, pas pour travailler mais des talents d'entrepreneuriat. C'est ainsi que nous avons accompagné un centre de formation qui puisse créer des emplois au profit des communautés en choisissant des filières de formation dont les filières viennent d'eux. C'est eux qui choisissent les différentes filières et Rosgold accompagne pour la formation. Il y a le volet investissement communautaire. Quand je dis qu'il y a des défis de l'investissement, vous savez qu'il faut se dire la réalité, l'or doit bénéficier à tous. Les retombées de l'or doivent bénéficier à tous et prioritairement aux villages qui sont riverains. Donc, l'investissement local doit être très important. Nous applaudissons le Fonds minier de développement local qui est venu réglementer ce défi-là, mais ce défi-là demeure toujours parce qu'il faut que les compagnies comme Rosgold travaillent toujours dans le cadre de leurs responsabilités sociales parce que le fonds minier ne peut pas tout faire. Donc, pour ce qui est du développement communautaire, l'autre grand défi, c'est la communication de proximité transparente. À Rosgold, nous avons développé des outils de communication qui nous permettent d'être proches des communautés et ces outils-là font la performance de Rosgold aujourd'hui. Nous avons institué des rencontres mensuelles, des visites de courtoisie dans des différents villages autour de la mine. Et lors de ces rencontres, aucune question n'est taboue. Donc, aujourd'hui, nous sommes disponibles pour les communautés, d'aller quand les communautés ont besoin de nous et de les recevoir quand elles ont besoin de nous. C'est en cela que notre plan de communication est très, très, très ouvert. Nous recevons des visites de sites, des communautés, des leaders villageois, des instituts de formation, parce que nous disons que les mines ne doivent pas être des enclaves diplomatiques. Nous devons nous ouvrir
aux communautés, plus que les communautés, les différentes parties intéressées nous connaissent mieux. Et c'est en nous connaissant mieux que les parties intéressées peuvent travailler à ce que nous renforçons davantage nos relations. Et pour ce qui est de l'environnement, vous savez très bien, pour qu'une mine puisse s'installer, il y a une étude d'impact environnemental qui est faite, assortie des recommandations. Et toute compagnie minière doit respecter les recommandations ici de l'étude de faisabilité. Donc, le département de l'environnement, nous avons à respecter tous les engagements que nous avons pris dans l'étude de faisabilité environnementale et à travers, en premier, le respect des textes, des normes nationales, régionales ou même internationales. La mise en œuvre des bonnes pratiques internationales, travailler à minimiser, réduire et éliminer les impacts que nous pouvons émettre sur l'environnement. Tout cela dans un processus de sensibilisation tous les jours, dans un processus d'intégrer toutes les considérations que nous pouvons avoir pour mener à bien nos activités. Des études d'impact environnemental, des études d'évaluation environnementale sont réalisées, des rencontres forums sont organisées pour se rassurer que dans notre programme de management environnemental, nous mettons l'accent sur 4 gros programmes qui sont la prévention, la biodiversité, le monitoring environnemental et sans oublier la gestion même du système de management environnemental qui est là, qui tient compte du renforcement des capacités des employés, la gestion budgétaire, etc. Donc, en un mot, le défi environnemental, c'est de travailler à minimiser nos impacts parce que nous émettons des impacts négatifs sur l'environnement. Nous travaillons tous les jours à les minimiser, à les réduire ou à les éliminer. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur votre question. Merci bien pour la réponse, M. Bassori. Je pense qu'on a été plus que satisfait de l'éclaircissement que vous nous avez donné. Je vais passer la parole à Mademoiselle Onadia pour la suite des questionnaires. Merci encore, M. Traoré Bassori. Nous reprenons au sein du développement durable, plus on va dire le côté développement communautaire, toujours travailler avec les communautés, d'abord par la communication, surtout dans le respect de leurs droits, la confiance, c'est-à-dire toujours amener les différentes communautés à nous faire confiance et aussi à toujours essayer de maximiser l'employabilité au sein des différentes communautés. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. La prochaine question, vous avez déjà répondu à plusieurs de nos questions, hein. Donc, moi, j'ai bien envie de savoir. Allez. Vous avez déjà parlé de la boussole. Nous allons dire d'une boussole qui vous a guidé tout au long de votre parcours académique et aussi professionnel, qui est votre maman. Et en plus de cette boussole, aujourd'hui, quelle est votre motivation quotidienne dans ce rôle de directeur du développement durable que vous jouez? En plus de cette boussole, parce que je sais que vous allez me parler de la boussole. Donc, en plus de la boussole, voilà. Quelle est votre motivation quand vous réveillez le matin en tant que directeur du développement durable? Qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle que vous jouez? Qui vous permet de pas parfois baisser les bras lorsque vous rencontrez, on va dire, certains défis auxquels peut-être, disons, les solutions sont assez compliquées et tout. Quelle est votre motivation? Merci bien, Mounira. Je suis convaincu que les mines ne sont pas toujours comprises. C'est un domaine qui n'est pas facilement ancré comme étant un potentiel, une courroie de développement de notre pays. Et je suis convaincu que les mines, nous émettons beaucoup d'impact sur l'environnement et nous devons travailler chaque jour plus pour être acceptés. Et en tant que Burkinabé, je suis convaincu que nous pouvons changer la vision ou la perception que les gens ont du domaine minier. Donc, par rapport au mandat que j'ai de tout faire pour que nous puissions respecter l'environnement et maintenir l'assistance sociale d'opérer de la mine, chaque jour, je me rassure que du côté environnement, nous respectons tout ce qui est loi, normes, réglementation. À travers l'identification des risques, des différentes activités que nous exécutons tous les jours, je me rassure que ces différents risques sont maîtrisés. À travers la mise en œuvre des plans d'action, pour pouvoir maîtriser certains, pour les maîtriser, pour toute activité que nous faisons, nous nous rassurons de maîtriser les risques. Du côté communautaire, c'est comme je vous l'ai dit,
chaque jour que je me lève, me rassurer que le message que j'ai à passer au niveau des communautés est un message transparent, sincère surtout. J'aime toujours dire que au niveau des relations communautaires, il faut éviter de dire des mensonges. Il faut dire ce qui est réel, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Ça peut faire mal, mais je vous assure, aujourd'hui, j'ai une paix à Rossegol, mais cette paix, nous ne l'avons pas eue facilement. Nous nous sommes fait insulter, nous nous sommes fait... C'est ça en fait. On prend ce qui est mauvais et on essaie de changer les mentalités. Donc, pour ce qui est de la gestion communautaire, ce n'est pas facile. Tous les jours, vous pouvez être correct, mais un problème peut être créé par inadvertance, par un sous-traitant, ou une communauté peut ne pas vous comprendre et voici des problèmes. Donc, chaque jour, je me rassure avec mon équipe du côté communautaire que nous respectons tous les engagements que nous avons pris avec les communautés et avec l'administration. Pareil du côté de la gestion environnementale, j'ai une équipe bien fournie, où chacun doit jouer sa partition afin que nous soyons conformes, toujours vis-à-vis de la loi et dans le cadre des meilleures pratiques internationales. Je suis content tous les jours quand je vois que nous sommes en règle, tant que je vois que tout se passe très bien et que tous les projets que nous développons au profit des communautés sont des projets choisis avec la communauté, avec la bénédiction de la communauté, sans oublier que nous respectons la communauté en respectant leurs coutumes. J'aime toujours le dire, quand vous êtes dans une communauté, si les gens marchent sur la tête, vous marchez sur la tête. Nous sommes dans une communauté à 80, je dirais, % animistes. Donc, nous respectons tous les cultes de cette communauté qui nous a acceptés, qui nous a donné des terres pour que nous puissions exister. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Sans oublier, bien sûr, que vous savez, quand vous faites un travail qui vous passionne, j'aime bien ce que je fais. Un plaisir toujours de bien faire, d'être en règle, d'aller toujours chercher des niveaux supérieurs. Et quand chaque jour je suis en règle, j'ai pas de problème, je suis content. Et c'est dans cela que j'atteins mes objectifs. Ouais, bel exemple, vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Merci. Merci vraiment pour ce partage d'expérience, pour ces conseils et surtout pour ces motivations. Parce que franchement... Merci. D'accord. Donc, je vais poursuivre avec une question. Oui. Nous avons parcouru un peu, on va dire, votre parcours académique et vous cumulez 4 masters avec un en cours. Monsieur Traoré, comment est-ce que vous réussissez à combiner travail et études avec tout ce que vous venez d'expliquer comme mandat au sein du développement, au sein du département des relations communautaires et avec ce rôle de directeur, ça se voit que c'est pas chose aisée. Comment vous arrivez à combiner travail et en même temps études? Parce que ça, c'est une question. Oui. Je vous assure que c'est pas facile. Et ça, j'en suis convaincue. C'est la volonté, la détermination. C'est pas facile. Comme vous remarquez, quand vous voyez mon master, je prends 2 ans, 3 ans pour faire les masters. Et je m'inscris dans les masters parce que j'aspire à un niveau supérieur. Si j'étais resté avec mon master 1 en management environnemental, c'est pas évident que j'allais être directeur de développement durable aujourd'hui. Et j'ai toujours un langage à mes supérieurs, que tu sois burkinabé ou expatrié. Moi, je travaille toujours pour prendre la place de mon patron. On est là. C'est qu'on a les mêmes. Chaque jour que Dieu fait, je peux vous le jurer, je travaille toujours avec l'ambition de prendre la place de mon patron. Exactement. À mon patron de travailler à prendre la place de son patron, etc. C'est ça ma vision, ma manière de travailler. Donc, mon supérieur, mon patron est supposé connaître celui qui connaît mieux que moi. Je travaille à connaître qu'est-ce que je comprends, à apprendre avec lui, à compléter mon cursus. Et je suis persuadé qu'à un moment, je ne dis pas que je serai égal à lui, mais je serai capable de faire le travail pourquoi il est là. Et s'il y a des opportunités, évidemment que lui, je me dis qu'il doit faire pareil pour prendre la place de son supérieur. En fait, c'est tout ce que je me dis tous les jours. Donc, ça fait que j'ai cette ambition, quand j'ai ça dans la tête,
je veux toujours plus. Exactement. Je veux le niveau supérieur. Et en voulant le niveau supérieur, je suis persuadé qu'il me faut un bagage intellectuel pour arriver au niveau supérieur. Aujourd'hui, personne dans le domaine minier ne prend pas un poste quand il n'a pas de bagage. Ce n'est pas possible. Ta défaillance, tout ce que tu ne connais pas, tu vas mettre à nu tes capacités. Ça se fait Parce très qu'il faut être, c'est clair, il y a certains niveaux de poste que, ben, si tu n'es vraiment, tu ne connais pas, tu n'as pas les bagages nécessaires, tu vas quand même faire apparaître tes carences. Et moi, je n'aimerais pas, voilà, qu'on m'accuse sur des mandats qu'on m'a donnés que je n'arrive pas à atteindre. Donc, je me rassure d'abord de chercher tous ces mandats, d'apprendre davantage, bien que je suis persuadé que tout n'est pas sur le banc. Voilà pourquoi quand j'ai un supérieur, quand j'ai des aînés, j'ai un plaisir toujours à partager, à participer à des sessions de conférences données par mes aînés pour tirer quelque chose toujours de leurs présentations, discuter avec eux, parce que j'aspire à être eux-mêmes mieux qu'eux. Donc, je me donne du temps alors pour bosser. Je me dis que, excuse-moi, je ne suis pas sur les bancs pour pouvoir faire mon master en 2 ans. Je me dis, ben, mon master, je vais le faire en 3 ans ou en 4 ans. En 3 ans. Et je me donne tout le temps nécessaire d'y arriver. Oui. Voilà, je ne fais pas une course de vitesse, mais je fais une course de fond. C'est très difficile. Je peux vous dire que mon master sur le management de l'affaire, la médiation, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Vous me dites, je suis en train d'aller à la 4e année. Je n'ai pas encore pu soutenir même. Donc, mais je suis décidé à y aller et je vais y arriver. Il y a des fois, quand tu fais le travail sur le site, le travail est tel que on ne te paye pas pour aller à l'école, on te paye pour donner des résultats. Et pendant ce temps, ben, je me bats pour quoi on me paye à la fin du mois. Mais dès que j'ai un temps libre, j'essaie de le rattraper parce qu'il y a un poste supérieur que je vise. Donc, je vous assure que ce n'est pas facile, mais si tu as la volonté, tu peux y arriver. Et tout le monde peut y arriver. Je suis persuadé. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, très bien. Je vous comprends très bien. Merci, monsieur Traoré. OK. Donc, Adama, vu que nous sommes un peu pris par le temps, nous allons poser 2 dernières questions à monsieur Traoré, puis nous allons permettre aux autres d'ouvrir leur micro pour poser les questions. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, il faut dire que moi, je suis toujours resté sans mot quand M. Bassori parle parce que j'ai toujours été admiratif des personnes qui arrivent à allier travail et boulot parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et avec le mental que vous avez, je suis sûr que vous pouvez soulever même des montagnes. Et moi, ma prochaine question... Et moi, je te dis, ça me forge au fait personnellement, rien que d'avoir écouté ça, parce que je me vois au fait que, comme il a dit, c'est pas impossible au fait, avec la volonté, avec l'ambition et surtout l'objectif que l'on vise à atteindre. Il faut juste s'armer au fait de volonté et puis bon, se dire qu'on peut réussir au fait. Et cette question me brûlait les lèvres parce qu'après avoir vu les 4 masters, moi je me demande, mais bon, moi actuellement, je suis avec un master en cours, mais ça va vraiment lentement. Et je vois 4 masters avec 2 en cours. Je me demande, mais comment est-ce que vous arrivez à faire ça, au fait? Tout en sachant que c'est bien possible, mais on a toujours besoin vraiment de motivation. Et le fait de voir, d'avoir en face de nous quelqu'un qui a réussi, on va dire, c'est plus que motivant. Et vraiment, merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui, Adama, question suivante. Moi, je voudrais savoir, le domaine environnemental, c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même assez vaste. Je voudrais bien savoir, en dehors du secteur minier, où est-ce qu'un environnementaliste peut exercer son métier de façon libre et pouvoir se retrouver? OK, merci bien. Merci. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, je te comprends bien. Un environnementaliste, et avant l'avènement des mines, on avait des environnementalistes. Donc, c'est pour dire qu'un environnementaliste n'est pas forcément celui qui travaille dans le domaine minier. Au contraire, avant l'avènement des mines, moi, je suis environnementaliste, je suis forestier de formation. Mais il y a des projets de développement qui sont financés par les bailleurs. Il y a des ONG qui existent. Il y a même des associations. Un environnementaliste même peut créer une association et chercher des fonds juste sur une thématique qui lui tient à cœur
et il a envie de développer pour le bonheur de ses pairs ou des communautés. Donc, un environnementaliste, tu peux travailler dans les projets, dans les associations, voilà, un peu partout. C'est pas seulement dans les mines. Tout ce qui concourt à un développement durable, tout ce qui concourt à un mieux être des communautés, avec les communautés dans leur environnement, vous pouvez véritablement travailler. Voilà. Que ce soit un projet de l'agriculture, que ce soit un projet de l'environnement, que ce soit les questions environnementales, c'est transversal. C'est comme aujourd'hui la question du genre. Donc, vous vous retrouvez dans tout projet, il y a un volet environnement que tu vas retrouver pour sa mise en œuvre. Donc, l'environnement, un environnementaliste, ce n'est pas juste l'environnement minier. Et je puisse bien vous dire, avant l'avènement des mines, nos environnementalistes ont travaillé, disons, avec l'avènement des mines. Il n'y avait pas des écoles qui formaient dans les résidus miniers, qui formaient sur le développement durable. Il n'y en avait pas. Mais il y avait ces grandes écoles qui formaient dans les domaines de l'environnement. Globalement, l'environnement, il y a les reboisements, il y a la récupération des terres dégradées, il y a la réforestation, il y a la dégradation des terres. Tout ça, un environnementaliste peut vraiment travailler. Voilà. Même quand vous prenez des sociétés et des télécoms, je veux que vous compreniez qu'un environnementaliste peut travailler dans tout secteur économique. Parce que tout secteur économique qui a besoin de vivre doit intégrer dans sa gestion l'environnement. Et quand tu intègres l'environnement, tu travailles à minimiser les impacts sur l'environnement. Et quand tu travailles à minimiser les impacts, forcément, tu as besoin d'environnementalistes. Donc, que ce soit les routes, que ce soit même les sociétés de télécommunications, regardez, vous allez voir des environnementalistes à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un domaine qui est figé mine. Mais il faut reconnaître que de plus en plus, les mines emploient beaucoup d'environnementalistes parce que les écoles de formation aussi, beaucoup sont axées dans la gestion environnementale vers les mines de nos jours. Parce que il faut le reconnaître, c'est le secteur, disons, un des secteurs les plus porteurs au Burkina aujourd'hui, qui paye bien, qui nourrit bien son nom. Dans les années 2016, si j'ai bonne mémoire, le secteur qui était vu beaucoup par tout jeune, c'était le secteur des télécommunications. Je pense que on peut travailler dans tout vrai projet parce que l'environnement existe un peu partout. Quand tu veux te faire de l'argent, quand tu veux te faire du business, tu dois tenir compte de l'environnement. Et il y a des experts de gestion de l'environnement qui travaillent à ce que tu minimises tes impacts et tu te fais de l'argent tout en partageant bien sûr tes bénéfices. Voilà. Donc, si je comprends bien, un environnementaliste ne doit pas chômer. Parce qu'on a, logiquement, on a besoin d'eux un peu partout dans la logique. Donc, mes jeunes frères environnementalistes, ne restez pas à la maison en attendant que l'emploi vienne. Et votre propre emploi soit utile à la société. Tout à fait. Pour la dernière question, moi, je voudrais que, si possible, vous donniez des conseils aux étudiants et aux professionnels qui rêvent d'être comme vous et pourquoi pas vous dépasser dans la suite de leur carrière ou dans leurs études. J'aimerais bien que vous laissiez un dernier mot de conseil pour tous mes jeunes frères qui sont là ce soir. Merci bien, Adama. Avant d'arriver, je pense que ça va tenir lieu de conseil en même temps. J'ai un peu parlé de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est une vision que nous avons tous apportée aux sociétés. Pourtant, la responsabilité sociale de l'entreprise doit s'appliquer à nous, dans la société. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est important. Ouais, c'est important. C'est important, parce que nous avons, nous tous, dans nos sociétés, une place que nous occupons qui nous permet d'être responsables quelque part. Ouais. Donc, la responsabilité sociale même
doit commencer dans notre famille. On a des parents, les parents ont les responsabilités, le grand frère, petit frère, chacun a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Et si nous respectons cela, je pense que nous créerons un monde meilleur. Donc, moi, j'aime toujours dire aux gens que pour aller à un monde meilleur, nous devons travailler à mettre en œuvre d'abord nos obligations. Nous avons tous des obligations envers qui que ce soit. Soit nous avons une obligation envers un frère ou une sœur. Certains peuvent lui dire que c'est un devoir, c'est la même chose. Mais c'est volontairement que nous travaillons à ce que ces obligations et ces devoirs aient des résultats. Donc, chacun à notre niveau, nous devons travailler à être responsables. Aujourd'hui, moi, j'ai un plaisir à partager gratuitement mes connaissances, mon expérience de soins minier avec les différentes écoles de formation. J'ai dit aux écoles de formation, je n'ai pas besoin de 5 francs pour venir partager avec les jeunes frères ma connaissance. Non. Partager, discuter du secteur minier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est un devoir pour moi. Donc, chacun, quelque part, nous devons avoir un devoir pour permettre à d'autres qui sont en bas de pouvoir s'élever à notre niveau. C'était juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Parce que dans le cadre social, comme on aime le dire, il n'y a pas de droit sans devoir. Quand on pense à devoir, il faut forcément voir le côté devoir. Et qu'est-ce qu'on est capable d'apporter avant que les autres apportent ce qu'ils ont dans nous. Exactement. En fait, c'est ça. Donc, cette notion de responsabilité sociale qui se limite, voilà, à nos obligations volontaires, mais il faut l'intégrer, le devoir. Tout n'est pas volontaire. Il y a tout ce qui est loi, ce qui est norme sociétale, culturelle, qui est bâti que nous devons prendre en compte dans la responsabilité sociale. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. Autre chose que je voulais dire par rapport à la question de Adama. Adama, qu'est-ce que je peux dire? Adama, moi, je suis convaincu que tout le monde peut grandir, tout le monde peut s'élever au niveau supérieur, tout le monde peut arriver, c'est très sincère. Ceux qui m'ont connu, ceux que j'ai connus, savent que je veux dire aux jeunes frères que il ne faut pas regarder l'aspect social des gens. Je peux être né d'une famille pauvre et réussir, comme je peux être d'une famille riche et réussir. Ce n'est pas ça. C'est toi-même, toi en tant que personne. Quelle est ta vision de la vie? Où est-ce que tu veux arriver? C'est très important. Voilà pourquoi je dis toujours à un jeune frère d'avoir une boussole. Je dois avoir une boussole, je dois avoir une vision. Qui je veux ressembler. C'est pas mauvais de ressembler à quelqu'un. Quand je peux avoir l'inspiration pour ressembler à quelqu'un, je me bats pour y arriver. Donc, c'est vraiment très important de dire que je pense que la première loi ou règle fondamentale des droits humains qui dit que nous naissons tous égaux. Oui. Quand on ne dit pas qui est intelligent, qui est bête. Non. C'est vrai que nous naissons dans des environnements différents, mais avec la volonté, le peu que nos parents mettent à notre disposition, nous sommes capables de réussir. Juste avoir la volonté de l'administration. Et quand je vous l'ai dit, je suis un élément ou un produit parfait de cela parce que la vie n'a pas été rose pour moi, disons pour même mes parents. Mais avec la détermination, la volonté, je suis arrivé à un niveau où je suis fier aujourd'hui. Bien vrai que je n'ai pas encore atteint le sommet, je ne vais pas pour arriver au sommet. Donc, je veux dire à chaque jeune frère que nous pouvons y arriver. Le jour que moi, je vous donne, je vous compte cet exercice. Quand je rentrais à la mine de Inata, c'était un tamis de recrutement que j'ai vu, que j'ai postulé. Ben, j'étais assis, un jour quand on m'a appelé pour me dire que je suis retenu pour le test de sélection, je n'avais pas besoin de connaître quelqu'un. Aujourd'hui, je veux rassurer tout jeune frère qu'on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour réussir. On n'a pas forcément besoin. Quelqu'un peut nous tendre la main, mais on n'en a pas besoin. On peut y arriver. Et moi, je peux vous donner des témoins où j'ai participé à des recrutements
des jeunes qui ont intégré la mine sans intervention, juste par leurs connaissances. Je peux vous en citer des centaines. Des gens que moi j'ai recrutés par la tête. Parce qu'ils sont bons. Donc, dès que tu veux arriver à quelque chose, il faut bosser. Il faut apprendre, tu peux y arriver. Chacun peut y arriver. C'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un dira que pour travailler peut-être à l'ONU, il faut quelqu'un qui soit recommandé. C'est normal. La recommandation n'est pas mauvaise. Mais la recommandation se base sur les compétences. Quand je recommande quelqu'un, je recommande quelqu'un parce que je sais de quoi cette personne est capable. Donc, la recommandation n'est pas un problème. Mais tu peux recommander quelqu'un qui ne soit pas retenu où il y a des gens qui sont meilleurs. Moi, j'ai participé à des avis, des sélections où on m'a recommandé, mais je n'ai pas pris la personne qu'on m'a recommandé. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était meilleur, 2 fois plus meilleur. C'est pour vous dire que nous pouvons tous arriver à travailler dans un endroit. Il faut mettre l'excellence au service de notre travail tous les jours. Il faut éviter qu'on te rappelle à l'ordre par rapport au travail qu'on te confie. Exactement. Donc aujourd'hui, tout jeune diplômé ou qui aspire à un travail décent est capable de l'obtenir. Moi, j'en suis persuadé et il y a beaucoup d'exemples comme ça qui existent dans les mines. Je voudrais vous dire qu'il faut bosser, il faut apprendre, il faut persévérer. Il faut arriver jusqu'au bout. Il ne faut pas abandonner. Quand tu as une vision de devenir, de pouvoir travailler dans ce camp, de pouvoir être directeur général, etc. Il faut, je ne dirais pas ministre, parce que ministre, tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes pour être ministre. Voilà. Mais les postes de directeur général, c'est des postes de management. On dira peut-être que même tu n'as pas à avoir de... Mais quand tu n'as pas de diplôme, tes carences seront en nu. Enlevons la politique dedans. Donc, moi, j'exhorte vraiment tous jeunes à bosser et à se dire que je dois travailler pour être le meilleur possible. Et il y a ce dicton qui dit toujours que mes parents m'ont mis au monde. J'avais ce dicton avec moi dans mon cahier. Hein. Et t'ont nourri, ils t'ont vêti pour que tu pousses des dents. Tu as un devoir de les nourrir, de les vêtir pour que les dents tombent. Ouais. Et pour pouvoir les nourrir, pour que les dents tombent, il faut que tu deviennes quelqu'un. Il faut que tu puisses obtenir un travail décent. Voilà pourquoi j'exhorte tout un chacun à bosser, à aller à l'excellence. C'est très important. Donc, nous pouvons tous arriver, retenez que nous pouvons tous arriver. Il faut juste la volonté, de la détermination, de la vision. Une boussole. Mounira, je ne sais pas si Mounira me croit quand il était en boussole. Oui, je suis. Mounira, quand tu as une boussole, Mounira, la boussole, je ne dis pas que la boussole, c'est un élément de succès. Mais c'est un élément qui te pousse vers le succès. Conduit au succès. Oui. Exactement. Et je te dis, les exemples ne sont pas toujours pareils. Mais moi, à force de voir ma maman ménagère qui n'est pas capable de me donner 100 francs, 25 francs, je pleurais seul. Et que si ma maman peut-être ne gagne pas 50 francs, 100 francs des popotes que mon papa a donné, moi, je n'ai pas 25 francs, je pleure. Et j'ai voulu toujours travailler à arriver pour permettre à maman de vivre décent avant sa mort. Et c'est très important, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit oncle. Quand on veut devenir quelque part, je ne dis pas que c'est mathématique, hein, mais je donne mon exemple. Il m'a permis d'arriver où je suis. Ta boussole peut être ton époux, ça peut être ton époux, ça peut être quelqu'un, mais quelqu'un, ça peut être quelqu'un que tu t'inspires le succès. Mais tu dois te dire que voilà la voie à suivre pour y arriver. Et tu mets tous les ingrédients possibles pour y arriver. C'est très important. On ne dit pas, l'échec existe. Les obstacles, ça existe. Tu les auras. Mais dis-toi que tu as la foi et tu crois en toi et le reste, ça va venir. La chance est là. La chance, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. C'est pour ça même le voleur est chanceux. On l'attrape jamais. Mais un jour, écoute, le propriétaire sera chanceux aussi. C'est ça. Donc, il ne faut pas que les gens baissent le bras. Continuez à bosser. Et l'un des conseils que je voudrais donner aux jeunes frères aussi, c'est les stages, hormis les emplois.
Il faut que les jeunes frères sortent du carcan classique de recherche de stage ou d'emploi, qui consiste à envoyer un dossier et puis attendre. Il faut que nous développons ensemble des stratégies pour obtenir des stages. Ces stratégies, c'est quoi? On n'est pas forcément obligé de connaître quelqu'un dans une mine pour avoir un stage. Vous pourrez avoir des exemples. Moi, je pourrais vous en citer des exemples. Des gens qu'on a appris sans les connaître. Et des mines le font. Juste parce que la personne a postulé. Eh bien, écoute, c'est comme ça. Donc, tu n'es pas obligé d'envoyer par ligne. Tu peux aller t'arrêter devant une mine, par exemple, une direction générale, attendre les employés qui sortent et demander un stage à quelqu'un. Tu pourras avoir des gens qui vont dire, écoute, je n'ai pas le temps, mais je suis persuadé que tu vas tomber sur quelqu'un qui dit, donne-moi ton document, je vais transmettre aux ressources humaines. Ou donne-moi ton document, je vais en faire ton problème. Il faut qu'on sorte du carcan simple qui est là. On envoie par mail et puis on attend. Développons ensemble. Les écoles de formation des mines sont très nombreuses aujourd'hui qui mettent des jeunes diplômés ou en phase de diplomation qui doivent trouver des stages afin de soutenir. Mais si nous restons dans ce carcan, des jeunes frères vont faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en master 2, mais ils n'ont pas pu soutenir, ou bien en licence, ils n'ont pas pu soutenir, ils ne peuvent pas s'inscrire en master 1. Donc, le conseil que j'ai donné, c'est qu'on sort de ce carcan classique, qu'on va vers d'autres outils de recherche, d'apprentissage. C'est pareil que les emplois. Dès que j'ai l'occasion de dire, dès que tu es présélectionné pour un test, pour un avis de recrutement, on t'a présélectionné, c'est que tu es à la hauteur. Tu as un dossier, un background qui permet de faire le travail. Mais l'entretien, certains sont des travailleurs. L'entretien qu'on va t'administrer en 5 minutes, 10 minutes, c'est quoi? Ça ne tourne pas sur un test pratique. Ça tourne sur le comportement. À 80%, c'est sur le comportement. Comment tu t'exprimes? Quel est ton leadership? Parce que mais le diplôme, on sait que tu connais quelque chose. C'est 1 ou 2 questions pour voir comment tu interagis face à une action à mettre en œuvre ou face à un risque. Voilà, qui est déterminé. Donc, nous devons trouver les moyens pour être les meilleurs lors des phases d'entretien. Et on n'a pas de temps pour en parler, mais je vous assure que les entretiens, de temps en temps, quand moi je participe, il y a des jeunes que tu veux te lever même de frapper. Sérieusement. Il a un bon background, on lui pose la question, il prend 1 minute pour répondre. C'est-à-dire, il est en train de chercher. Il a un bon background. Donc, il faut se préparer avant d'aller à un entretien. Et j'aime dire aux jeunes frères, quand tu es dans un entretien d'embauche ou de stage, celui qui est en face de toi, il est juste ton grand frère. Il est juste la personne qui a eu la chance d'être né avant toi, d'aller dans la bonne école avant toi et d'avoir la chance d'être là où il est avant toi. C'est tout. Il n'est pas plus intelligent que toi. Et si tu es là, c'est que tu as quelque chose dans la tête. Donc, c'est avec simplicité, être à l'aise, que je montre ce que j'ai dans ma tête et ce dont je suis capable. Parce que plus de 50% des échecs, c'est le comportement, l'attitude qu'on observe durant un entretien. Je ne dirais pas que tous les entretiens sont pareils, mais il faut que vraiment on se ménage, et qu'on n'ait pas peur quand on est face à un entretien, etc. Donc ça, c'est un message un apport que je voulais faire à des jeunes frères. Et je suis disposé toujours pour creuser ces 2 points-là, qui font beaucoup d'obstacles à certains frères quand ils sont dans des entretiens où ils échouent, alors qu'ils étaient le meilleur dossier. Ils étaient le premier candidat. Je vous dis une chose. Quand on participe à un entretien et quand on a 4-5 dossiers, on classe les dossiers. Qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. Le directeur technique, là, il classe en face de vous. Comment prouver que j'ai un plus que les autres candidats? Oui. C'est très important. Je pense que si vous êtes disponible, on fera une communication autour de ce thème. Je suis disponible. Un plaisir de partager ce que j'ai appris avec les aînés sur tout mon parcours avec d'autres jeunes frères. Merci encore, M. Bassori. Merci pour votre humilité. Merci d'être inspirant. Merci de nous permettre de rêver. Merci de nous permettre d'avoir une vision dans cette vie. Et encore merci pour ce partage ce soir. On va passer maintenant à la phase on va permettre aux
aux participants de poser des questions. On va prendre quelques participants qui depuis lors, demandent à poser des questions. Je vois M. Stanislas Caboré qui a levé la main. Je ne sais pas s'il a son micro qui est fermé. Est-ce qu'il peut nous ouvrir pour poser sa question? Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par remercier l'équipe de AfriMind et aussi remercier le grand frère Bassouri. Moi, je voudrais vraiment savoir comment on évalue l'impact d'une mine sur le développement durable d'une de nos communes, par exemple, qui a accueilli cette société minière, par exemple, et quelle méthodologie utiliser. Parce que souvent, j'ai ces pensées régulières de voir comment aller même vers ces évaluations-là pour être sûr que la mine est en train d'aller dans le bon sens et que après l'existence de la mine va effectivement s'appuyer sur ce que la mine a laissé comme base. La commune va s'appuyer sur le développement déjà impulsé pour effectivement aller vers le développement durable et faire profiter les générations qui ne trouveront pas peut-être cette mine en question. Donc, c'est ce que je voudrais comprendre, comment évaluer et aussi quelle méthodologie si possible. Donc, merci à tous. Merci, le grand frère Bassouri. OK, merci beaucoup, Stanislas. Comment évaluer l'impact de nos investissements? Comment évaluer l'impact de notre passage dans une zone donnée? J'aime toujours dire qu'avant d'arriver à l'évaluation de l'impact, il faut que ensemble nous mettons l'accent sur les différentes approches qui permettent de créer une cohésion pour que la mine travaille à respecter ses engagements à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, d'activités. Pour ce qui est de l'investissement communautaire, hormis les engagements communautaires que nous prenons après avoir bénéficié des terres où nous faisons les compensations des terres, il y a des investissements que nous faisons dans l'accompagnement des personnes qui nous ont donné les terres à travers des activités génératrices de revenus, etc. Il y a aussi le choix des grands projets. Je pense que pour laisser une empreinte positive pour les générations futures, il faut travailler à ce que tout investissement soit de commun accord avec les communautés. Les personnes qui y vivent sont les personnes qui savent quel est véritablement leur besoin. Donc, la première des choses, d'abord, c'est la transparence dans le choix des meilleurs projets. Dès qu'on a la transparence dans le meilleur choix des meilleurs projets, nous sommes sûrs de laisser un impact positif. Il y a aussi la gouvernance des parties intéressées. Et ces parties intéressées qui reçoivent ces projets doivent jouer leur partition quant à la qualité de l'infrastructure ou dans la qualité des projets qui sont proposés à la mine. Ce qui est toujours du développement communautaire, j'ai dit tantôt qu'au niveau de Roscon, nous avons développé des programmes. J'ai cité 2 programmes, employabilité et entrepreneuriat. Mais on a au total 7 programmes qui permettent de laisser des empreintes positives sur le site. Le programme fourniture locale, qui permet de développer des entrepreneurs, de créer des entrepreneurs, de créer des fournisseurs qui puissent bénéficier des retombées de la mine. Vous savez très bien que j'aime dire que ce qui bénéficie plus à une communauté après le départ d'une mine, c'est ses fournisseurs. Si vous arrivez à créer des champions locaux, ces champions locaux, même votre départ, pourront pouvoir faire vivre la commune. Les infrastructures sont des infrastructures qui restent, bien sûr, pour le développement de l'endroit. Nous avons aussi, tels que des programmes que je voudrais donner, tels que le programme investissement communautaire, qui permettent d'investir un certain montant par an au niveau de la communauté. Et au niveau de Rosgor, les projets sont choisis de commun accord avec les communautés sous la supervision de l'administration. Nous sommes sûrs de laisser une empreinte positive. Donc, à cause de cela, il faut ajouter les évaluations. Il faut qu'il y ait des évaluations chaque année des projets qui sont investis et également des évaluations de la perception de ces parties prenantes qui reçoivent vos projets. C'est très important. Évaluer la perception est très important. Donc, dès la mise en œuvre du projet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord des bases de tous les villages qui nous entourent. Nous savons toutes les infrastructures qui existent. Une étude est faite. Et ça permet de mesurer également à travers les indicateurs de performance que nous offrent les différentes questions du développement durable. Vous savez, les 17 objectifs de développement durable
font ressortir des questions qui interpellent des impacts et ces impacts interpellent des activités. Et dès que nous essayons actuellement, nous travaillons avec ces concepts de développement durable là, à travers les 17 objectifs de développement durable. Dans chaque objectif, nous essayons, ayant une base dans chaque village, qu'est-ce que nous pouvons améliorer par rapport aux besoins des communautés. Donc, si vous avez des indicateurs, des outils de suivi et de performance, je suis persuadé qu'en les suivant, vous pourrez laisser des empreintes positives. Sans oublier que la plus grande des empreintes positives qu'on puisse laisser, hormis les investissements communautaires, c'est l'emploi. Quand vous donnez de l'emploi décent à une personne, ça nourrit plusieurs personnes et ça crée de la plus-value pour plusieurs personnes, des personnes qui puissent créer des plus-values pour d'autres personnes. Donc, quand quelqu'un apporte un salaire, la personne, ce salaire sert à nourrir des gens, à payer des scolarités, à créer des champions également de demain. Donc, en mettant l'accent sur l'emploi au profit des communautés, mais vous créez une grande valeur inestimable qu'on ne peut pas généralement mesurer. Donc, moi, j'ai dit que pour se rassurer d'un impact positif dans une intervention, il faut mettre tout le monde au centre des différentes préoccupations. Il faut faire une discussion ouverte. Il faut se rassurer que de manière transparente et équitable, on a choisi les projets et on les a mis en œuvre. Et les évaluations, les différentes enquêtes de perception, des enquêtes par les bureaux d'études pourront dire est-ce qu'il y a quelque chose qui est laissé? Pas. Sans oublier que l'investissement dans une communauté, ce n'est pas juste des infrastructures. Il y a l'accompagnement des associations, il y a l'accompagnement des groupements de femmes, il y a les sensibilisations, les formations, les renforcements de capacités pour l'éveil de connaissances. Donc, nous avons assez d'outils pour mesurer l'impact sur le développement qui sont à notre disposition, donnés par, voilà, les objectifs de développement durable, le pacte mondial. On a tous des outils que nous pouvons concevoir pour mesurer l'impact, le niveau de vie des communautés. Tout cela peut être connu pour savoir quel est l'impact que nous avons créé au niveau de la communauté. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Ok, merci bien, M. Bassori, pour la réponse. Il faut dire que pour tout développement durable, il faut forcément insister sur la transparence parce que la plupart du temps, c'est la communication qui fait de telle sorte qu'on n'arrive pas à se comprendre et qu'on en arrive à des conflits. Mais si on s'assoit sur la même table, on met nos objectifs, c'est ce qu'on recherche ensemble, on trouve toujours une solution à cela. Exactement. On s'est rassuré d'avancer. Merci beaucoup. Monsieur Drogo, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je vais poser votre question. Oui. Ok. Allez-y. D'abord, je remercie d'abord tout le monde, et les organisateurs et aussi Monsieur Bassori. Et le parcours, vraiment, ça m'a vraiment motivé et c'est vraiment un bon parcours que nous tous, voilà, nous rêvons. Et moi, j'ai quelques questions. Merci. Et, oui, dans le contexte de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Voilà, parce que moi-même, personnellement, j'étais au pays. Bon, présentement, je ne suis pas au pays, je suis en France. Et j'étais au pays, j'ai une licence à l'ESUP et je suis venu continuer ici un master. Et pratiquement aussi dans le même domaine, la RSE. Et la question c'est, est-ce que la société minière Rosgold est certifiée à ISO 26000? Je voudrais dire, M. Drago, que les questions de certification sont des visions des managements. Ouais. Et au niveau de Rosgold Sanou, depuis 2016, la vision de notre management n'était pas d'avoir des certifications. La vision du management était de maintenir notre licence sociale en respectant les normes internationales, nationales et en mettant en place les meilleures pratiques possibles. Sa vision n'était pas de travailler avec, aller être normalisé ISO 26000. Donc, on se basait
Mais nous, dans la mise en œuvre de nos activités, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes basés sur la norme 26 000 et la norme 14 001, la norme environnementale, qui est une norme opérationnelle. Oui. Donc, nos activités environnementales ou communautaires, nous nous sommes basés sur cette norme 14 001, la norme environnementale ISO. Bien que le management n'avait pas envie d'aller à la certification. Ce n'était pas leur vision du tout. Pour te dire qu'on n'est pas obligé d'être certifié pour bien faire. On peut même être certifié et puis on fait mal. Oui, c'est ça. Donc, nous, on n'a pas eu cette vision. Mais depuis 2021, nous avons fusionné avec un autre groupe qui s'appelle Fortuna. Fortuna, le groupe Fortuna adore les certifications. Le groupe Fortuna est au niveau de 2 bourses dans le monde, Toronto et puis Paris, je crois. Et le groupe Fortuna tient sa performance à travers les certifications. Et depuis 2022, nous sommes engagés dans la certification 14001 pour l'environnement, dont nous allons faire, nous allons être confrontés à la certification dans les 2 mois à venir. Nous sommes donnés jusqu'en octobre pour obtenir la certification ISO 14001 et également 45001, la norme santé et sécurité au travail. Mais la norme jusqu'à présent 26 000 n'est pas quelque chose qui est recherché par notre compagnie. D'accord. Oui. Je profite, M. Gao, pour te dire qu'au niveau de Roscol, où je suis, et je souhaite même que ça soit pareil dans toutes les mines, oui. Il faut mettre un plan de communication qui permette à toutes les parties prenantes de visiter les mines. Parmi nous, nos outils de communication, il y a les visites du site. Chaque mois, il y a les visites du site qui permettent de voir tout, transparence totale. Recevoir des recommandations, on ne dit pas qu'on est parfait, là où on va, et apprendre de l'autre. Donc, les mines doivent s'ouvrir. C'est ça qui va éviter les commérages. Et quand tu t'ouvres, et que ce soit envers les communautés qui ne comprennent rien, mais que ce soit aussi par les intellectuels, il faut s'ouvrir. Et nous, à Roscor, nous avons des visites des sites, des conférences, tout qui permettent à la communauté de savoir, de tenter, qu'est-ce que vous faites dans votre clôture. C'est très important. Oui, c'est très important. Il faut même éviter les ok. Oui, est-ce qu'il y a des organismes qui vous accompagnent dans la communication afin qu'elle soit responsable? Pour une communication, est-ce que tu veux dire qu'une communication qui est faite par une compagnie, elle-même n'est pas responsable? J'ai dit que ce n'est pas ce que tu veux dire. Mais je veux dire que l'intérêt de la communication, c'est un objectif visé. Et l'objectif que nous visons au niveau de Roscor, c'est la licence sociale d'opérer. Éviter les problèmes. Donc, nous mettons en place notre plan de communication selon la ligne directrice du management, qui fait que ce soit l'environnement, que ce soit les communautés, elles sont plus importantes que tout. Et en cela, on met au centre l'éthique. Donc, le plan de communication est conçu et mis en œuvre. Et c'est ces outils que j'étais en train de dire, nous avons des outils principaux dans notre plan de communication, qui sont les visites des sites, qui sont les rencontres mensuelles dans chaque village, où tous les sujets tabous sont faits, qui sont des rencontres trimestrielles présidées par l'autorité administrative, des rencontres semestrielles, des visites de courtoisie, des conférences, des communications radio, tout cela dans le cadre de la transparence et de la transmission de la bonne information. Il y a aussi, sans oublier qu'à travers les investissements, les médias publics ou privés sont appelés à voir ce que vous faites exactement et véhiculer l'information auprès d'autres publics. Oui, ça va maintenant. Donc, quand tu prends Roscol, par exemple, à Roscol, on n'a pas de chargé de communication. Je suis la personne directeur de développement durable qui communique pour la compagnie jusqu'au niveau de la région, de ce que nous faisons, de comment nous faisons. Donc, l'objectif final, c'est quoi? C'est que vous soyez compris et que vous soyez transparent afin que vous puissiez mettre vos programmes d'activité en œuvre et exploiter
dans la paix l'or pour tout le monde. Parce que l'exploitation de l'or, on en bénéficie comme tout le monde en bénéficie de l'exploitation de l'or. Voilà pourquoi le Fonds minier de développement local partage les retombées de l'exploitation minière à toutes les communes, même les communes qui n'ont pas une compagnie minière dans les zones d'implantation. C'est compris? Ok. Oui, c'est bon. Merci à Afri-Mine pour l'honneur que tu dois pour ce soir. Et merci à M. Bassouri Traoré pour l'amour qu'il nous fait de nous partager cette belle expérience. Alors, je n'ai pas une question en tant que telle, mais je voudrais dire à M. Bassouri que je vais travailler à le remplacer. Comme lui-même l'a dit, voilà, il a toujours voulu remplacer ses supérieurs. Donc, vraiment, je suis étudiant et ce partage que je viens de faire, merci beaucoup. C'est vrai que le chemin est toujours long pour moi. Je suis étudiant en deuxième année en géologie mine. Mais avec le soutien de tous que j'ai besoin, je pense que après la licence, avec l'inspiration que je viens de recevoir ce soir, orienté en environnement. Voilà, c'est vraiment, merci beaucoup pour le partage. En tant qu'étudiant, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est ce dont je vous dis. Merci à tous. Ouais. Merci. Emma. Ok. Emmanuel, tu peux poser ta question? D'accord, merci de m'avoir accordé la parole. Tout d'abord, je vais commencer par remercier M. Traoré pour le brillant exposé. Nous avons vraiment pigé quelques notions. Alors, j'ai une petite question à M. Traoré. Justement, nous avons quand même appris les notions sur le développement durable qui est beaucoup plus appliqué dans les sites dans lesquels vous travaillez. Alors, ma première question, qui aura peut-être une deuxième sous-question. Qu'en est-il des outils que vous utilisez pour évaluer vraiment si votre stratégie de développement durable marche avec la législation, les normes et tout ce qui a été mis pour bien suivre la notion de développement durable? Autrement dit, quelle est la fréquence des audits que vous avez? Quelle est la qualité des auditeurs que vous avez pour que nous soyons sûrs vraiment que la stratégie mise en place dans votre unité de traitement, si réellement elle répond à toutes les notions de développement durable? Et peut-être la deuxième sous-question, c'est par rapport à l'analyse des cycles de vie. Et justement, vous êtes une unité de production. Je ne sais pas si vous avez quand même de temps en autre à faire une analyse des cycles de vie par rapport à vos activités. L'émission en COD et autres, je ne sais pas si vous avez quand même le temps de faire et vous évaluer par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est tout. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je peux dire qu'une compagnie comme Rosgold Sanou essaie de respecter les différentes... qui essaient d'être en conformité avec ces activités. Je peux vous dire que quand nous avons commencé en 2015, on était sous l'influence de la norme SFI, les normes de la Société financière internationale. Pour qui connaît les normes de la Société financière internationale, ou dirons les normes de la Banque mondiale, c'est les meilleures normes en matière de gestion communautaire et environnementale. Donc, ça fait que les directives de la Banque mondiale pour ce qui est de la gestion environnementale et sociale ont toujours été mises en œuvre. Et pour ce qui est des outils de performance de nos investissements, nous avons toujours fait comme ce que chaque compagnie sait bien le faire. Chaque compagnie qui aspire à la performance, à l'excellence, c'est d'abord les évaluations faites à l'interne. Nous avons les évaluations faites à l'interne pour voir quel est notre impact, que ce soit au niveau des communautés, que ce soit au niveau de l'environnement.
Donc, c'est pour dire que nous avons d'abord même des inspections à l'interne. Hormis des extensions à l'interne, nous avons des audits internes. Des audits internes qui sont faits selon les départements, selon la vision que nous recherchons. L'audit peut être annuel, comme elle peut être semestrielle, elle peut être chaque 2 ans également. Donc, nous faisons des audits presque, la majeure partie des audits que nous faisons, c'est des audits qui sont annuels. Il y a aussi les audits externes qui sont faits par des cabinets externes. Les audits externes au niveau de leur score sont de 2 ordres. C'est des audits externes faits par un cabinet externe Burkina Faso pour répondre aux normes nationales. Il y a aussi les audits externes que nous faisons réaliser par des bureaux d'études externes venant de notre grand groupe Fortuna, ça veut dire des bureaux d'études étrangers, qui évaluent chaque année. Chaque année, nous sommes évalués. Évalués à travers nos investissements, surtout envers la communauté. Quel est l'impact de nos investissements envers la communauté? Et quel est l'impact de nos activités également sur l'environnement? Et le groupe Fortuna s'est engagé à 0 émission de carbone à l'horizon de 2025. Nous travaillons, nous avons mis des activités dans ce cadre-là. Et l'analyse du cycle de vie est une activité que nous mettons en œuvre. Nous avons une base de données que nous avons mis en place qu'on appelle ESG. ESG qui permet de calculer l'émission de gaz carboné que nous rejetons, qui permet de travailler à minimiser réduire la consommation de l'énergie surtout dans toutes nos activités. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. Sans oublier aussi que quand nous avons l'occasion d'avoir des stagiaires, je peux vous donner l'exemple qu'en 2019-2018, nous avons reçu un stagiaire canadien, un Burkinabé résident à l'Université du Canada, qui a, dans son étude, porté sur l'évaluation à travers le GRI, de l'impact de nos investissements, de la communication, un peu à l'endroit de nos parties prenantes. Donc, nous, pour toute évaluation, nous sommes ouverts, mais je puis dire que c'est ce que nous faisons. Nous ne faisons pas de grandes études qui ne sont pas planifiées. Tout ce que nous faisons dans l'évaluation planifiée, les audits internes sont planifiés annuels, biannuels pour certains départements, et par semestre également pour certains types d'activités, parce que nous devons travailler à minimiser tous les risques que nous pouvons faire ressortir sur nos activités. Donc, voilà ce que je peux dire sur les différentes évaluations que nous faisons pour déterminer les impacts de nos activités. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que je suis vraiment satisfait de cette intervention. Rachid? Oui, bonsoir à tous et bonsoir M. Traoré. Vraiment, merci beaucoup pour votre diligence. Je me présente Rachid Mali, je suis conseiller juridique et RH. Désolé, monsieur Rachid. Désolé. Oui? Excuse-moi. Il y a un sondage qu'on a mis en discussion. Si peut-être les participants peuvent aller pour jeter un coup d'œil et donner leurs impressions et pour qu'on puisse améliorer nos prochaines sessions. Merci bien. Excusez-moi. C'est bon, Rachid, tu peux continuer. Oui, donc Rachid Manli, conseiller juridique et RH et parallèlement entrepreneur. Ma question est la suivante. Quels sont les différents types de prestataires et fournisseurs que vous rencontrez dans le cadre en fait de vos activités minières? Dans le développement même minier, quels sont les différents intervenants, les prestataires externes qui contribuent en fait à l'activité même d'exploitation ou d'exploration minière? Merci. Merci bien, Rachid. Rachid, le domaine minier est très vaste. Et dans le domaine minier, vous avez beaucoup de prestataires. Et vous avez d'abord au niveau de l'exploration des prestataires dans le drilling.
des prestataires qui interviennent dans le forage, hein, dans d'autres types d'activités qu'on appelle le auger. Tu sais, je ne suis pas géologue de formation, mais il faut dire qu'il existe beaucoup de prestataires dans ce domaine à l'exploration. Sans oublier qu'il y a des prestataires un peu dans tous les besoins de la mine, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités que les mines offrent. Quand vous voyez, nous avons des prestataires de BTP pour tout ce qui est génie civil. Ça existe. Il y a des prestataires dans le domaine alimentaire, hein, des fournisseurs, des prestataires dans le domaine des petits matériaux qu'on appelle de la quincaillerie, de l'électricité, de plomberie. Il existe dans tous les pans de l'industrie minière des fournisseurs, mais bien sûr, parce qu'il faut que la mine fonctionne. Si la mine fonctionne, il y a des fournisseurs. Quand je prends, par exemple, je prends juste le département du process. En sachant tout ce que le process utilise pour son fonctionnement. Des fournisseurs de produits chimiques. Il y en a. Il y a des fournisseurs des pièces, des consommables. Des fournisseurs des pneumatiques. En fait, tout ce qui concourt au fonctionnement de la mine, on a des fournisseurs qui existent. Donc, la liste est très vaste. Le domaine étant très vaste, il y a beaucoup de fournisseurs. Maintenant, il faut peut-être que tu me dises, dans le domaine de bureautique, vous avez des fournisseurs qui nous livrent un peu, voilà, tout ce qui est bureautique, consommable, permettant le fonctionnement, domaine informatique. Donc, il y a beaucoup de multi-fournisseurs dans le domaine minier. On ne peut pas finir de les citer. Dans chaque pan de l'industrie, on a besoin de fournisseurs qui fournissent les besoins de la mine. Donc, c'est vraiment vaste. D'accord. C'est plus, en fait, les prestataires de services miniers. Donc, les principaux, n'ont vraiment pas besoin de tous les énumérer. Oui, produits chimiques, fourrage, produits alimentaires, transport. Voilà. D'accord. Merci. Il y a sans oublier les équipes, bien sûr. À cette allure, on ne va pas. On risque de continuer la réunion jusqu'à demain. Donc, nous allons prendre une toute dernière question et puis bon, on va essayer de voir comment planifier une prochaine réunion avec M. Traoré. Donc, nous allons passer la parole pour la toute dernière question à Yendi Dianou. Bonsoir, M. Traoré. Pour rester professionnel, sinon j'allais dire mon tonton. J'avoue que je suis vraiment épaté par la présentation et en même temps ça me surprend pas parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et juste pas une question mais c'est juste lui témoigner vraiment des remerciements et parce que comme il le disait, il est un homme ouvert, toujours prêt pour accompagner la jeunesse. Moi, personnellement, je suis président de l'amicale des étudiants miniers du Burkina. Et il a tenu des conférences pour nous, en tant qu'étudiants, sur le développement durable. En tant qu'étudiant, on étudie souvent ça, on rencontre ça souvent, mais on ne sait pas exactement ce qu'il en est sur les sites. Il était venu à l'école et il a fait vraiment cette conférence et a mis en nu, en tout cas, les problématiques sur la question. Et aussi, quand il parlait de la communication à travers les visites, c'est exactement vrai. À travers l'amicale également, il nous a permis de visiter les sites pour comprendre réellement ce qui est fait là-bas et nous ne cessons vraiment de le remercier. Et c'est juste pour le remercier et remercier aussi AFRIMINE à travers Cyril, que je connais aussi très bien, qui est un collaborateur. Et merci pour tout ce que vous faites aussi pour la jeunesse estudiantine. Et je suis vraiment content de tout ce que nous faisons ensemble pour aider cette jeunesse qui peine souvent à trouver les stages pour soutenir et même, comme il le disait, à s'exprimer juste pour montrer ce qu'on vaut et se vendre. Donc, je ne serai pas trop long. Merci bien à tous. Merci encore au tonton Bassouri et bonne soirée à tous. Merci. Merci bien, Diano. Merci. Plaisir pour Merci, Yendi. Merci. Donc, avant de conclure, j'aimerais passer la parole à quelqu'un qui nous suit depuis le début de la conférence.
et qui vient de donner un message. Monsieur Bassori, c'est une école. Et Monsieur Bassori vient de nous prouver que réellement, c'est une école. Donc, j'aimerais passer la parole à Monsieur Razak Ouedraogo, manager, directeur de l'exploration à Roxgold. Ça, c'est quoi encore? Ok. Oui, bonsoir. Attends, toi, tu n'es pas étudiant. Tu fais quoi sur cette plateforme-là? On y va, merci pour la parole. J'ai évité de prendre la parole parce que je ne suis pas dans un environnement, on va dire, idéal. Donc, merci de m'avoir donné la parole. J'ai tenu à suivre cette présentation. Je savais que ça m'était sorti de la tête, Mounira m'a rappelé. Mais j'ai dû stopper mon sport pour suivre parce que je savais que j'allais sortir bien outillé. Le monsieur qui devait faire la présentation, quand il prend la parole, forcément, tu vas ressortir bien garni. Merci. Beaucoup de gens ont déjà fait des témoignages, donc je ne vais pas trop en rajouter. Mais il faut dire que Traoré, c'est quelqu'un de toujours disponible. Voilà. Si tu as besoin de Traoré, il suffit justement de manifester. S'il le peut, il sera présent. Et je peux vous dire que pour notre activité qui est l'exploration, le domaine relations communautaires, c'est quelque chose qui est très, très important à ne pas vraiment négliger. Et quand on a quelqu'un comme Traoré qui nous accompagne, forcément, on est tout à rassurer parce que ça enlève, on va dire, beaucoup de tâches aux géologues. Beaucoup de sociétés, quand tu arrives, c'est les géologues qui jouent ce rôle. Et nous, à notre niveau, on a Traoré, en fait, qui vraiment nous supporte. Donc, c'est vraiment, on va dire, quelqu'un de très engagé. Et s'il est arrivé à là où il est, moi, je l'ai suivi depuis 2014. Donc, depuis 2014, où il est arrivé à Roxgold, on va dire pratiquement à ses débuts, coordinateur de l'environnement. Donc, jusqu'à ce stade. Donc, je sais qui est l'homme. Je sais également ce qu'il a eu on va dire, à élaborer, ce qu'il a eu à faire comme travail pour arriver à ce niveau. Et il faut dire que ce n'est pas un hasard. Ça a été vraiment un travail acharné, un travail on va dire, de disponibilité. Il faut être vraiment disponible à travailler. Voilà. Tu ne peux pas être là, vouloir attendre que les choses tombent, on va dire, naturellement. Donc, ça a nécessité vraiment beaucoup de travail et moi, j'ai été témoin de ça. Donc, je confirme tout ce qu'il a eu à dire. Voilà. C'est vraiment quelqu'un on va dire, qui est toujours prêt, en fait, pour l'excellence. Voilà. Que ce soit au niveau de la communauté, que ce soit au niveau de la gestion environnementale. Voilà. L'excellence, c'est tout ce qu'il a toujours voulu. Et également, j'étais étonné de voir que Bassori se retrouve avec 4 masters. Donc, tu as eu à poser la question. Moi aussi, je me suis posé la question parce que je sais à tel point l'homme il est occupé ici et s'il trouve encore du temps pour se former. Donc, ça veut vraiment tout dire. Donc, globalement, c'est ce que je pouvais dire. Et encore merci pour l'invitation et également merci pour la parole. Et Bassori, merci on a beaucoup appris. Et bonne suite pour l'initiative. Merci. Merci. Merci bien, Razak. Ça me va droit au cœur, tout ce que tu viens de dire. Merci. C'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup pour les mots qui me touchent vraiment. Venant d'un collègue. Merci beaucoup. Merci encore à M. Ouedraogo pour sa participation. Monsieur Ouedraogo, c'est nous qui vous remercions et nous allons profiter de l'occasion pour vous inviter publiquement pour un carré, une mining sur la thématique de l'exploration. Donc, nous souhaiterons que vous fassiez partie de nos prochains invités
pour le prochain Career in Mining de AfriMine. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Merci beaucoup. Quelle conférence incroyable nous avons eu aujourd'hui en compagnie de M. Traoré Bassori. Vraiment, je suis sûre que vous partagez tous avec moi un sentiment de motivation renouvelée, d'inspiration après avoir écouté toutes ces paroles inspirantes. Mais comme le temps aussi nous incombe, nous sommes obligés de clore, tout en espérant une prochaine réunion avec Monsieur Bassori, encore sur une nouvelle thématique. Pourquoi pas? Vraiment, merci. Au nom de tous les présents, je tiens vraiment à exprimer ma profonde gratitude envers vous pour nous avoir motivés, pour nous avoir inspirés, et vous dire que toutes ces paroles resteront gravées dans nos esprits et nous donneront la force nécessaire pour surmonter les différents obstacles sur nos chemins. Nous continuerons d'apprendre encore et encore, et tout en se gravant dans l'esprit que rien n'est impossible si vraiment il y a la volonté. Oui. Sans oublier de toujours s'armer de sa boussole à côté. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Traoré. En conclusion, je vous encourage vraiment. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute l'équipe de AfriMine pour l'opportunité qui m'a été offerte de pouvoir partager un peu mon expérience et de discuter un peu sur la RSE ou devant mes jeunes frères. C'est vraiment un plaisir. Je serai toujours disponible pour accompagner ces francs jeunes-là. Et c'est tout ce que je peux les apporter, partager ensemble pour que cette frange-là soit meilleure que moi. En fait, c'est tout ce que je peux les souhaiter de bien. Donc, en tout cas, merci encore une fois de plus pour l'opportunité qui m'a été offerte aujourd'hui. Et je reste disponible pour AfriMine et vraiment pour améliorer, continuer d'apprendre également et à persévérer et à partager tout ce que je pourrais recevoir de mes aînés ou d'autres personnes. Vraiment grandement merci pour l'opportunité. Merci à vous. Merci à vous, M. Traoré. C'est toujours un plaisir de vous écouter, M. Traoré. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence mémorable. Et poursuivons notre voyage vers un avenir durable avec passion, engagement et confiance. Merci et bonne continuation à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ok. Excellente soirée à tous et rendez-vous sur notre plateau pour de prochaines, on va dire des prochains épisodes de Career in Mining. Merci. Merci tout le monde. Merci, M. Traoré. Au revoir.